Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Maître Dylan Slama, avocat indépendant. Vous êtes aujourd'hui 3 dans ton cabinet. Dylan est expert en droit pénal, droit des étrangers et droit routier. Il est également intervenu sur de nombreuses chaînes comme CNews, BFM TV, TV5 Monde, France 2, Énergie 12, mais aussi plus récemment dans le jeu stratégique Loup-Garou qui est passé sur Canal+. Tu as exercé au sein du prestigieux cabinet de Maître Dupond-Moretti. Et alors ta méthode des 3 R, c'est réactivité, relationnel et résultat. Et tu penses plus récemment à intégrer le mot rigueur également. Exactement, c'est ça. Bonjour Dylan, bienvenue sur ce podcast. Une fois n'est pas coutume, je vais te poser une question que je pose à tous tes confrères. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir avocat ? Alors, il y a 2 métiers, ou alors il y a 2 questions, mais il y a une chose, c'est d'être avocat, et une autre chose, c'est d'être avocat pénaliste. Et du coup, c'est pas les mêmes réponses. Ce qui m'a donné envie d'être avocat, très honnêtement, c'est le hasard. Je fais pas partie de ces gens qui ont eu une vocation très tôt, à 10 ans, 15 ans, qui ont été délégués de classe, qui sont dit qu'ils ont supporté qui ne supportent pas l'injustice, etc. Moi, j'ai commencé par des études littéraires, ensuite j'ai fait des études de droit, je ne prévoyais pas d'être avocat, et puis en fait, avocat, c'était la voie quasiment classique, lambda, lorsqu'on poursuivait ses études de droit. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'avocature, j'ai passé le CRFPA. Je me rappelle qu'assez, paradoxalement, c'est peut-être un peu ridicule quand j'y pense aujourd'hui, mais je me rappelle que quand je passais le barreau, quand je passais le CRFPA, je pensais pas tellement au métier d'avocat. D'ailleurs, je savais même pas vraiment ce que c'était que ce métier d'avocat. Mais je pensais déjà à la conférence du barreau, parce que j'avais participé à la Berrier, parce que j'avais créé une association de concours d'éloquence dans ma faculté, Jean Monnet, l'ISIAS. Et donc, je connaissais ce concours accessible aux gens qui étaient avocats. Et donc moi je me disais tiens, être avocat est une première étape pour être secrétaire de la conférence. Et donc je me rappelle que parfois je passais ça, je pensais le CRFPA comme étant une des étapes qui permettait de devenir secrétaire de la conférence, alors même que je savais à peine ce qu'était la conférence. Donc c'est un peu ridicule parce qu'au final c'est super la conférence et j'ai adoré ça, mais c'est vrai qu'en faire une espèce de motivation pour devenir avocat, il y a quelque chose d'un peu étrange. Mais donc dans le fait de devenir avocat ou dans la démarche qui m'a conduit à être avocat, non, c'est pas une vocation, c'est le hasard. C'était le chemin qui se présentait devant moi et je me suis dit ça fera toujours, c'est un peu bête mais ça rassure d'avoir un titre, voilà, ça rassure d'avoir un titre, on fait les études, on a le titre d'avocat, c'est déjà quelque chose. Là, on a la robe, on n'est plus on dit plus j'ai fait des études 2, on dit plus j'ai fait une licence, j'ai le bac, j'ai machin, non, je suis avocat, ça ressemble à un métier, voilà, oui, ça ressemble à un métier, ça a le nom d'un métier et on peut se présenter aux gens comme ayant ce statut social d'avocat qui du coup permettra aux gens de comprendre que j'ai un véritable métier, ce qui me paraissait pas évident d'ailleurs lorsque j'ai été étudiant de pouvoir avoir un jour un métier, parce que c'est des filières comme ça où on ne sait pas vraiment à quoi ça va aboutir. Donc le fait qu'il y ait un nom sur cette profession qui soit absolument et immédiatement identifiable par tous rassurait, parce que peut-être que j'étais pas suffisamment en confiance à ce moment-là sur mon avenir professionnel. Donc je dois dire que cet attrait de ce statut d'avocat qui m'était offert si j'obtenais mon barreau était pour moi assez séduisant. Et le fait que tu sois devenu avocat pénaliste, ça s'est imposé à toi comme une évidence, ou c'est justement au fil des études que tu t'es dit tiens, ça pourrait être... Non, là non plus, c'est un peu le hasard, donc pas de storytelling très précis là-dessus non plus malheureusement, ou heureusement je sais pas, mais j'ai commencé par faire du droit public des affaires, donc droit public puis droit public des affaires, mais jusqu'au bout, ça veut dire mon stage final de l'école du barreau était un stage dans un cabinet de droit public des affaires, qui ne me correspondait pas du tout, j'étais pas très bon forcément, en tout cas j'aimais pas ça, je m'amusais pas, je prenais pas de plaisir et je m'apprêtais quasiment à me dire je vais faire autre chose qu'avocat parce qu'après tout ça me plaît pas le métier d'avocat, pensant que j'étais coincé dans cette espèce de filière et de couloir. Je me suis dit tout mon CV, tous mes stages c'est du droit public des affaires, donc ça sert à rien d'aller vers autre chose. Et puis quelle autre chose, je connaissais à peine le droit pénal, et là un ami de l'époque me dit non mais essaye le droit pénal, ça pourrait te correspondre, etc. Et donc pendant que mes petits camarades prêtaient serment, moi j'avais l'impression quasiment de redoubler, parce que pendant que eux prêtent serment, moi j'ai fait un stage supplémentaire dans un cabinet auprès de 2 avocats, Mathieu Chérez et Thomas Ricard, un stage qui m'a beaucoup plu, et un stage en droit pénal pour le coup, et pour la première fois je prenais beaucoup de plaisir, j'avais aucun problème à ne pas prendre de pause déjeuner parce qu'il y avait trop de travail, à partir un peu plus tard, etc. Donc là beaucoup de plaisir, des rencontres aussi, ça veut dire que c'est quand même très important de travailler avec des gens avec qui on est bien et donc là voilà, une passion quasi immédiate pour le droit pénal, et donc c'est assez logiquement qu'à la suite de ce stage,
complémentaire, j'ai trouvé ma première collaboration en droit pénal, et donc là j'ai beaucoup travaillé pour rattraper mon retard, mais en tout cas j'ai aimé ce que je faisais. Donc si vous voulez, le travail à ce moment-là, c'est plus du travail. Quand on aime ce qu'on fait, c'est plus du travail de bouquiner le soir le code de procédure pénale, le code pénal, etc. C'était juste une mise à jour, mais qui moi me faisait plaisir, me faisait du bien, et je sentais que j'étais là où je devais être. Donc c'est comme ça que j'ai été au droit pénal, et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette matière, mais que j'ai découvert sur le tard à 25 ans, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît autant dans le droit pénal alors, parce qu'on aime bien les avocats qui sont très impliqués dans ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce qui t'a autant plu dans cette matière? Ce qui me plaît beaucoup déjà, c'est que je ne suis pas toute la journée derrière un ordinateur. En droit public des affaires, il y avait beaucoup de ça quand même. Il y avait beaucoup de jeux de rédaction. Alors, cette dimension existe. Hein. Je passe beaucoup de temps sur mes dossiers, à imprimer. Voilà, je passe parfois des heures et des heures à retourner un dossier, surligner, trouver la faille, etc. C'est une partie de ce métier qui existe, mais ce n'est qu'une partie de ce métier. Je passe beaucoup de temps en déplacement. Je vais beaucoup de temps dans les commissariats, en garde à vue. Je passe beaucoup de temps en prison. Toutes les maisons d'arrêt d'Île-de-France, je les connais toutes par cœur. Parfois les maisons d'arrêt de province aussi. Je passe beaucoup de temps dans les tribunaux de province. Tu bouges beaucoup quand même. Je bouge beaucoup sur tout le territoire français, y compris parfois la Corse ou les Outre-mer. Je passe beaucoup de temps effectivement à voyager pour mes dossiers, et je passe beaucoup de temps au tribunal. Je dis au tribunal, mais dans les différents tribunaux. Je prends un exemple, la semaine dernière, j'ai passé toute la semaine en cour criminelle à Créteil. Donc si vous voulez, quand on passe une semaine entière à Créteil, le lundi d'après on revient au cabinet, on est content, parce que du coup on est pressé de se remettre à ses dossiers, de se remettre à ses mails, et de se remettre à une partie du boulot qu'on pourrait penser rébarbative si on faisait que ça toute la journée, mais en vérité on est content d'avoir aussi ce point d'attache, qui finalement nous ramène un petit peu de calme et de sérénité lorsqu'on le quitte, voilà. Et cette routine, lorsqu'on l'a quittée trop souvent, on est content de la retrouver. Et donc moi, le fait de pas avoir mis les pieds à mon cabinet pendant une dizaine de jours à cause de cette semaine à Créteil, ça m'a fait du bien de retourner à mon cabinet aujourd'hui lundi toute la journée, de me remettre un peu à mes dossiers et à pouvoir réimprimer les choses et préparer la fin de l'année et puis l'année 2025 qui va bientôt commencer. Et avant de revenir sur la suite de ton parcours professionnel, à la suite de ta première collaboration, est-ce que tu peux nous dire qui sont tes clients? Bon, sans faire du name dropping bien évidemment, mais qui tu défends? Je sais que tu es intervenu donc, sur des chaînes médiatisées pour parler de certaines affaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je défends, alors souvent, moi j'ai cette phrase, c'est le client qui fait l'avocat. Ça veut dire que très souvent, c'est la clientèle qui nous choisit. Alors on peut dire, oui, c'est vrai, on peut dire, oui, moi avocat, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. La vérité, c'est que si demain je décide de faire du droit bancaire et que j'ai 0 client en droit bancaire, je serai pas un avocat en droit bancaire. C'est vrai. Vous voyez, donc les clients me choisissent. Alors il faut que j'accepte le dossier, mais si vous voulez, il est assez rare en vérité de refuser un dossier. C'est des contraintes d'agenda éventuellement, de conflit d'intérêt, ça peut arriver. Mais la règle, si on est compétent dans la matière, c'est d'accepter, en général, si on se met d'accord, les clients qui viennent vers nous. Et à ce moment-là, c'est les clients qui dessinent notre spécialité. Il se trouve que moi, par exemple, ces dernières années, j'ai beaucoup de clients qui sont venus me voir pour des infractions à caractère sexuel. Donc la palette est large, du viol à l'atteinte sexuelle, en passant par l'agression sexuelle, etc. La palette est assez large, mais peut-être parce que je suis intervenu dans les médias sur ces domaines qui m'intéressent, il se trouve qu'on est venu à moi sur ces sujets et de fait, je deviens, si ce n'est spécialisé, j'ai aujourd'hui beaucoup d'expérience sur ces domaines-là et sur ces infractions-là parce que les clients sont venus me voir et c'est dessiné cette spécialisation, ou en tout cas c'est dessiné cette appétence et ce profil dans ma clientèle-là. Maintenant, encore une fois, c'est une partie de ma clientèle, mais c'est vrai que grosso modo quand même, si je devais résumer ou dessiner à gros traits ma clientèle, ce sont des personnes accusés d'avoir commis des crimes ou des infractions. Voilà, des crimes ou des délits, essentiellement. Donc beaucoup de droit pénal général, droit pénal des affaires, et un peu aussi, même si c'est un peu plus marginal, mais ça existe aussi, une clientèle en droit des étrangers ou en droit routier. J'ai encore plaidé 3 fois ce mois-ci à la Cour nationale du droit d'asile, à Montreuil, donc on plaide aussi là-bas des dossiers. Donc c'est plus vraiment du pénal, c'est autre chose, mais voilà, toujours des audiences où on doit se déplacer, porter la robe, ça c'est ce que je fais, c'est ce que je fais le plus. Ouais. Très clair. Je trouvais ça important de préciser du coup qui étaient tes clients. On reviendra après sur la partie plus entrepreneuriale qui est prépondérante dans ce podcast, donc à savoir comment est-ce qu'on trouve ses clients, même si tu disais que c'était le client qui te choisissait. Tu as parlé aussi du fait que le fait que tu sois médiatisé, ça peut donner de la visibilité, etc. Mais on y reviendra. J'aimerais bien juste que tu reprennes à ta première collaboration, parce qu'aujourd'hui, tu es indépendant. Donc, qu'est-ce qui t'a amené vers cette indépendance, les différentes étapes, peut-être les rencontres que tu as faites, Bien etc. sûr.
Ma première collaboration, je parlais tout à l'heure de Mathieu Chirez, chez qui j'avais effectué un stage complémentaire après l'obtention de mon CAPA. Lui a été collaborateur pendant un certain nombre d'années d'un avocat qui s'appelle David Olivier Kaminski, que j'aime beaucoup et chez qui j'ai passé 3 années. Donc 3 années dures, 3 années intenses, 3 années où vraiment je plaidais 3-4 fois par semaine, où j'étais pour le coup très peu au cabinet. J'étais tout le temps en voiture, aller à droite à gauche, et où j'ai appris le métier, mais vraiment à une vitesse très impressionnante, parce que c'est un avocat qui fait confiance, c'est un avocat qui responsabilise, et donc très vite je me suis retrouvé à plaider des cours d'assises, mais aussi des audiences correctionnelles, des choses en province, voilà. Donc ça, j'ai été mis dans le bain vraiment assez rapidement et assez intensément au cours de cette collaboration qui a donc duré 3 ans. À l'issue, donc j'ai prêté serment en 2017, à l'issue de l'année 2019, donc 2017, 2018, 2019, 3 années de collaboration. À l'issue de ces 3 années, j'ai obtenu le concours de la conférence. Et donc là, je me rappelle très bien que je suis parti de chez David Olivier Kaminski en me disant je serai plus jamais collaborateur, ça m'intéresse pas, je ne veux plus être dans un cabinet. Et je disais presque en souriant à mes copains, il y a qu'un seul avocat qui me fascine et pour qui je pourrais être collaborateur, c'est Éric Dupond-Moretti. Et je leur disais ça, mais je faisais aucune démarche. Pour moi, c'était plus par boutade. Et là, je reçois un appel, donc quelques semaines, je crois au début de l'année 2020, donc janvier, je crois c'est au mois de janvier, je reçois un appel d'Archibald Céléron, qui est alors collaborateur au sein du cabinet Dupond-Moretti et V, et qui me dit qu'est-ce que tu penserais de nous rejoindre, etc. Donc comme j'avais beaucoup bourlingué, je l'avais rencontré, Archibald. En fait, c'est l'avantage de ce métier, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde. Voilà, on rencontre beaucoup de monde. Donc Archibald Céléron, je l'avais rencontré, il voyait un peu qui j'étais, il doit avoir une bonne image de moi puisqu'il m'appelle pour me proposer de les rejoindre. Moi, j'hésite, je crois, 24 heures, mais même pas, en vérité, pas longtemps. Mais bien sûr que je dis oui, parce que même si ça demande de renoncer d'une certaine manière à ma liberté, c'était quand même travailler avec Éric Dupond-Moretti, ce que je voulais à ce moment-là. Et puis, patatras, on se prend 2 événements quand même. Le premier, c'est le Covid, mars 2020. Donc, je sais plus où on en était dans le recrutement, mais rien n'était signé, rien n'était acté, ça devait se faire. Mais donc, il est mis pause à ce processus de recrutement, chose tout à fait compréhensible. Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai la conférence, donc j'ai les dossiers de la conférence. Faut dire aussi que quand je commence, j'ai très peu. Quand je quitte David Olivier Kaminski, j'ai 0 client, 0 client. Mais j'ai la conférence qui va m'amener petit à petit un flux, et de toute façon toute la société est à l'arrêt pendant 2-3 mois. Donc finalement je reste chez moi, et avec mes 3 clients et demi début 2020, je sors de temps en temps de chez moi pour aller plaider une affaire, et puis l'activité reprend petit à petit, et donc je reprends contact, ou ils reprennent, je sais plus, contact avec Antoine V et Archibald Céléron. C'est parti, je signe, j'y vais. Et alors pour l'anecdote, le premier jour que je passe, je crois, au cabinet d'Éric Dupond-Moretti, c'est le jour où il est nommé ministre. Incroyable. Voilà. Donc, je comprends quand j'arrive au cabinet qu'il y a une ambiance d'ailleurs un peu bizarre, parce que, je sais pas, les gens sont pas là, c'est un peu particulier. Voilà. Et donc, il est nommé ce jour-là ministre. Donc, si vous voulez, on s'est croisés, en fait. Je crois que j'avais été d'ailleurs quelques semaines avant, voilà, mais j'ai pas travaillé avec lui, je me suis posé la question, est-ce que je reste pas, parce que j'avais été pour lui. Mais je dois dire que Antoine V comme Archibald Céléron, qui ensuite est devenu associé de ce cabinet d'ailleurs, m'ont laissé une place tout à fait satisfaisante dans ce cabinet, puisque j'avais un mi-temps, et donc je plaidais des dossiers qui étaient vraiment passionnants chez eux. Ça veut dire que vraiment c'est un dossier qui a beaucoup de dossiers, un cabinet qui a beaucoup de dossiers d'assises. Tous les dossiers que notamment Éric Dupond-Moretti devait plaider, plus d'avocats pour les plaider, donc ça m'arrivait de reprendre certains de ces dossiers-là, donc des dossiers absolument passionnants. C'est très formateur. Très formateur également, beaucoup de dossiers d'assises en province, donc ça c'était absolument passionnant comme expérience, et donc j'ai beaucoup aimé. J'y suis resté quelques temps. J'ai eu la chance aussi d'avoir Archibald et Antoine, qui sont 2 anciens secrétaires de la conférence, donc qui connaissaient ce système-là, et qui m'ont laissé développer ma clientèle, et qui m'ont laissé également profiter de la conférence avec ce qu'elle permet en termes d'opportunités. Alors bien sûr les voyages, les soirées, ce genre de choses, mais aussi des opportunités plus sérieuses, donc les dossiers. Et donc je suis quand même un peu entre les deux, le cabinet et mes dossiers personnels, mais avec la bienveillance du cabinet. Et au bout d'1 an ou 2, donc je crois que c'est fin 2021, là ça devient plus trop conciliable les deux, et donc tout début de l'année 2022, je m'installe pour le coup définitivement tout seul, et donc là j'arrive au terme de ma 3e année définitivement installée. Mais donc
ça a été finalement une installation en douceur parce que j'ai eu la conférence qui m'a aidé, j'ai eu une collaboration donc qui permet non seulement de pas avoir de frais et de charges, je payais pas de loyer ni rien, bien et sûr. Même d'avoir une rétrocession tous les mois qui tombe et qui fait filet de sécurité quand même au cas où ça se passe pas bien. Et donc au bout de 3 années, voilà, on a estimé que ça devenait trop compliqué de faire les deux en même temps. Et donc je suis parti et je me suis installé, mais en vérité vraiment dans des conditions parfaites, dans des conditions idéales. J'avais ma clientèle qui était établie et j'avais largement même de quoi prévoir une installation, un peu de trésorerie pour les locaux, etc. Donc, et j'avais même commencé, pour tout vous dire, j'avais un stagiaire déjà étant chez eux. Ça veut dire que j'avais, il y avait presque... Sur ta collab libérale. Voilà, sur ma collab libérale, il y avait presque, je vais dire un cabinet dans le cabinet, mais moi je me rappelle que j'avais dans mon cabinet à moi, à l'intérieur de leur cabinet, mes clients personnel, j'avais un stagiaire pour moi pour s'en occuper, que je payais moi, bien sûr. Oui, mais la chance quand même. Mais voilà, donc si vous voulez, voilà, j'ai eu cette chance-là d'avoir vraiment un cabinet qui permette vraiment une installation à ce point-là en douceur. Ouais, c'est une chance parce que c'est vrai que c'est pas le cas de tous tes confrères. Souvent, ils me disent que ça peut être compliqué de jongler entre les deux et que c'est juste un titre, un peu la collaboration libérale, mais que dans les faits, c'est pas vraiment ça. Non. Moi, je dois dire, j'ai beaucoup de reconnaissance pour Antoine V et Archibald Céléon parce que vraiment, ça s'est passé pour moi dans de très très bonnes conditions. Alors, parfois, il y avait des renoncements ou des choix à faire. Tout n'était pas parfait. Ça m'arrivait sans doute de passer à côté de dossiers personnels parce que c'est le jeu aussi. Mais ça se passait en bonne intelligence. C'est-à-dire que j'avais aussi l'intelligence, je pense, de pas tirer sur la corde pour pas que ça devienne insupportable pour eux. J'étais totalement fiable. Je priorisais le cabinet. Donc, ils m'ont laissé cette chance. Et moi, de mon côté, je jouais le jeu aussi d'être le bon collaborateur qui était toujours là où on me disait d'être. Et voilà. Donc, si vous voulez, je pense que ça s'est fait en bonne intelligence de part et d'autre. J'ai pas, je pense, non plus tiré sur la corde jusqu'au moment où, il fallait faire un choix. Et le choix pour moi a été, lorsqu'on m'a dit de faire un choix, ce choix a été bien sûr celui de l'indépendance et de la liberté quand même. Et est-ce que tu te considères comme un avocat entrepreneur? J'entends, c'est-à-dire justement cette fibre entrepreneuriale qu'on peut ressentir chez certaines personnes, l'envie d'avoir son cabinet à soi, de développer en fait par son propre biais. Je suis un avocat entrepreneur, mais je ne sais pas s'il est possible d'être avocat sans être entrepreneur, à moins bien sûr d'être collaborateur. Mais à partir du moment où on n'est plus collaborateur, il faut aller chercher des dossiers. Oui, c'est vrai. Et soit on a la chance qu'ils viennent naturellement, et pour l'instant ça va à peu près, mais qu'ils viennent naturellement ou pas, il y a des mois plus difficiles que d'autres, il faut savoir gérer ça. Il y a des mois où effectivement on a beaucoup de dossiers qui rentrent d'un coup, d'autres mois où on a l'impression que ça rentre beaucoup moins. Comment on gère ça? Comment on gère ce flux? Comment on investit dans son cabinet? À partir du moment où on est à son compte, que ce soit à un petit niveau, moi je suis un cabinet à échelle humaine, ou à un gros niveau, je vois pas comment on peut se dispenser de cet esprit entrepreneurial. Ça veut dire essayer d'avoir une vision, où est-ce que je suis aujourd'hui, où est-ce que je serai dans un an. Ça me paraît indispensable. Alors on peut aussi ne pas l'avoir et avancer au jour le jour, mais il y a toujours un moment où on se prend de toute façon des rattrapages URSSAF, la réalité nous rattrape en fait. Il y a des réalités très concrètes. Avocat, c'est pas juste on porte la robe et on va au tribunal plaider. Alors c'est bien sûr une dimension essentielle de notre métier, mais il y a toute une autre partie de notre métier qui est effectivement la gestion d'un cabinet. Et la gestion d'un cabinet, déjà on nous l'apprend pas beaucoup, on nous l'apprend même très peu, mais la gestion du cabinet c'est quelque chose d'indispensable, parce que c'est en gérant son cabinet qu'on devient d'ailleurs un meilleur avocat, parce que quand on apprend à gérer son cabinet, on a moins de charge mentale, ou en tout cas elle est mieux répartie, mieux appréhendée, et on a plus de temps et d'énergie pour se consacrer à ces dossiers. Mais oui, pour moi c'est bien sûr, quand on est avocat, on est d'abord entrepreneur, c'est une réalité de ce métier. Et tout entrepreneur a toujours une stratégie de développement. Toi, comment tu fais pour avoir des clients, pour les fidéliser, pour les attirer, surtout comme sur une spécialité comme le droit pénal, où ça doit peut-être être un peu plus compliqué, tu peux pas faire de la prospection sur LinkedIn, par exemple. Non, bien sûr que non. Alors moi, j'ai cette chance-là, très honnêtement, et j'ai comment dire, mes proches savent que je considère que c'est une chance, parce que je me demande toujours si ça va durer, et ils m'entendent souvent rabâcher ça. Pour l'instant, ça va, mais demain, on ne sait pas. Depuis que je suis installé, les choses se passent bien. Ça veut dire que depuis que je suis installé, les clients viennent, je pense que ça fonctionne, je pense qu'il y a quand même du bouche à oreille. Parfois on parle de radio-prison, ça veut dire que quand on a un bon résultat en prison, les détenus parlent entre eux, donc si vous voulez, notre nom peut circuler. Et donc voilà, pour l'instant cela fonctionne. Maintenant, quelle est la stratégie pour savoir si ça continuera à fonctionner demain? Ça c'est très compliqué. C'est très compliqué, et on se met parfois à se dire voilà, si un jour le temps me le permet et que mon agenda me le permet, je me mettrai à faire d'autres choses. Alors non seulement d'autres choses parce qu'il y a d'autres
peut-être manières de gagner sa vie tout en faisant ce métier. On peut faire de la formation, on peut donner des conférences, on peut écrire des livres. Tout ça, c'est des choses et c'est des projets que j'ai en tête, voire pour certains que j'ai un peu commencé à amorcer. Okay. Mais disons que ce sont des projets qui nécessairement auront vocation à s'accélérer le jour où j'aurai potentiellement une baisse de clientèle. Ce qui aujourd'hui, je touche votre belle table en bois, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Mais évidemment, si jamais un jour c'était le cas, bah voilà, c'est un métier où on a la chance d'avoir une liberté qui permet de faire beaucoup de choses. Tout à fait. Qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc, la nature, ou en tout cas moi, ayant horreur du vide, bah, le jour où on est moins pris par notre activité, par notre clientèle, par nos dossiers, bon, bah, y a une énorme liste de choses à faire en vérité. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc je commence à faire certaines de ces choses, mais je sais bien que la liste est très très longue et que le jour où j'aurai le plus de temps, bah, je pourrais au contraire continuer à poursuivre cette liste. Et puis, je pense que, voilà, je parlais de donner des conférences, donner des cours, écrire des livres, etc. C'est des choses qui peuvent amener, potentiellement, qui peuvent amener de la clientèle. L'activité génère l'activité, l'initiative génère les parcours, les connaissances. Peut se poser aussi la question, vous voyez, parce qu'on sort d'élections ordinales. Bon, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser aussi parfois. Hein. Pourquoi pas l'envie de s'engager à un moment pleinement dans la vie de son barreau. Moi, je l'avais jamais envisagé, mais je me dis, déjà parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop le temps. Mais je me dis, si un jour j'ai plus de temps, bah, c'est quelque chose que je pourrais faire, qui me permettra de faire des rencontres, etc., et qui me permettra de mieux m'impliquer. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on peut penser, qu'on se dit bah, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être jamais. Mais en tout cas, si un jour l'emploi du temps le permet, il y a une liste longue comme le bras de choses à faire qui, je pense, peuvent être intéressantes pour l'avocat, pour l'homme et le citoyen et pour l'entrepreneur. Tout à fait. Tu parles beaucoup de temps. Aujourd'hui, vous êtes 3 dans votre cabinet, 4 avec toi Non, on est 3. Vous êtes 3. Justement, en termes de temps, de bande passante, tu disais que les clients venaient naturellement à toi. Tu as une capacité d'absorption qui est peut-être à son maximal aujourd'hui, ce qui fait que ces choses que tu m'as dites précédemment, tu n'as pas forcément le temps de les faire. Est-ce que tu as des velléités de croissance pour ton cabinet? Est-ce que tu penses justement être plus nombreux pour déléguer peut-être davantage certaines choses Je ne pense pas forcément être beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui parce que j'ai envie de plaider mes dossiers, mes clients ont envie que je les plaide. Donc bien sûr qu'il arrive, mon collaborateur plaide régulièrement pour moi, mais j'ai pas de velléité de devenir un gros cabinet ou d'avoir 3 collaborateurs. Je pense que ça peut correspondre à plein de gens, mais je ne suis pas sûr que ça me corresponde parce que la charge mentale est multipliée par 3. Je pense que le travail est multiplié par 2 ou 3 et je parle beaucoup avec des amis qui sont dans ce cas de figure. Je ne pense pas que parce qu'à un moment il faut parler de ça, que les rentrées d'argent, pour le coup, soient multipliées par 2 ou 3. Je ne le pense pas parce que les charges sont beaucoup plus importantes et donc ce que je constate, c'est que c'est plus de travail, plus de charge mentale, plus de stress pour gérer les dépenses et les charges courantes tous les mois et bien sûr, peut-être plus d'argent pour l'avocat associé, mais pas dans les mêmes proportions. Ça veut dire que je pense que l'équilibre général, je pense, est plutôt globalement perdant. Je pense que c'est pour gagner un petit peu plus d'argent qu'on se fait beaucoup plus d'ennuis. Donc, je me dis, c'est pas grave pour ce un petit peu plus d'argent. Il y a des dossiers que je refuse parfois pour des raisons d'agenda. Là, on m'a proposé encore une fois la semaine dernière un dossier le 10 janvier. J'ai été pris le 10 janvier, donc j'ai dit non, monsieur, désolé, je ne peux pas. Si j'avais 3 collaborateurs, etc., bah, peut-être que j'aurais pu le prendre. Mais je pense que le prix à payer pour prendre ce dossier en plus, je pense qu'il est trop cher et ça nécessiterait plus de sacrifices, plus de stress, plus de péril aussi sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, auquel je tiens beaucoup. Et donc, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie aujourd'hui. Oui, puis tu as la partie management aussi qui ressort davantage quand on est plus nombreux. Bien sûr. Souvent, un petit truc un peu compliqué. Ah ben évidemment, c'est compliqué. Et puis qui dit management dit turnover. Ça veut dire qu'au moment où on a 3 collaborateurs, bah, la vie des cabinets fait qu'à un moment ils partent. Donc ça veut dire recruter, etc. Et donc gérer le laps de temps où on n'a pas de collaborateurs, gérer le laps de temps où il arrive et qu'il faut être formé. J'ai la chance d'être entouré d'amis qui ont fait ce choix-là, bah, pour qui ça se passe très bien parce que ça leur correspond. Mais j'ai la chance en les observant de voir que moi je pense que ça ne me correspond pas. Aujourd'hui je suis très heureux et très épanoui.
Et je sais que, ça c'est quelque chose qui étonne beaucoup de mes confrères, j'ai la maîtrise totale, non seulement de mes dossiers, mais de la chaîne de communication de mes dossiers. Ça veut dire que mes clients ont mon numéro de portable, et j'ai beaucoup de confrères qui me disent, mais comment tu fais? Tu dois être harcelé, ça doit être insupportable. Non, parce que, encore une fois, tout ça reste à échelle humaine. Moi, il n'y a pas de processus en 3 temps où on tombe d'abord sur un standard, ensuite on prend rendez-vous sur un formulaire de prise de rendez-vous, etc., où c'est très compliqué. Non, moi je suis un avocat qui suis très accessible, ce qui peut avoir ses inconvénients. Il est vrai qu'on m'appelle parfois le soir et le week-end. Mais en tout cas, comme ça se passe à échelle humaine, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait acceptable. Et je pense que c'est gagnant pour mes clients et gagnant pour moi-même. Je comprends. Quelle est la partie la plus difficile pour toi de justement cet aspect d'avocat entrepreneur dans ton métier quotidien? Je pense quand même que c'est, et ça pour le coup on y est tous, je pense que c'est le stress de savoir de quoi demain sera fait. Parce que c'est vrai qu'on fait tout ça. Moi parfois je recrute des stagiaires en stage final très en avance et ça fait 3 ou 4 fois de suite que je regarde toujours mon agenda et là je recrute par exemple pour septembre à décembre 2025 et même pour janvier à juin 2026 parce que les stagiaires s'y prennent de plus en plus tôt. Ouais. Voilà. Et donc moi la première chose que je fais c'est que je regarde mon agenda et il est vide à ce moment-là ou presque vide. Et donc j'ai toujours un discours auprès des impétrants qui viennent me voir de leur dire écoute moi il n'y a pas de souci, je peux vous prendre avec plaisir. Je dois juste vous prévenir que je ne sais pas si j'aurai des audiences à ce moment-là. Alors ça c'est la partie un peu pour autrui, pour le stagiaire, mais pour moi c'est pareil. La vie est faite de crédits, de dépenses personnelles, etc. Et on se demande toujours, mais dans 6 mois, comment ça se passera? La chance que j'ai maintenant, c'est qu'au bout de 3 mois, je constate qu'en vérité, il est normal qu'on ne reçoive pas de convocation aujourd'hui pour le mois de février 2026. Oui. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal. La justice ne fonctionne pas ainsi. Donc en vérité, c'est normal. Et aucun des dossiers qui arriveront au premier semestre 2026 n'a encore d'avocat, presque. J'ai même envie de dire, pour un certain nombre d'entre eux, les faits n'ont pas encore été commis. Donc bien évidemment que l'avocat n'a pas encore été choisi. Mais il faut apprendre à gérer ça. Et la seule chose qui permet d'apprendre à gérer ça, c'est peut-être d'avoir un peu de recul et de se dire, bon bah voilà, s'il y a un mois qui est plus compliqué, eh bien on lisse sur 2 mois, sur un trimestre. Moi j'ai des confrères qui me disent, il faut pas voir au mois le mois, il faut voir sur le trimestre. Ou il y en a même qui me disent, non, il faut voir sur l'année. Voilà. Donc moi je pense que j'ai peut-être un peu encore cette mécanique de voir tous les mois ce que je fais, alors qu'en vérité, c'est pas forcément très important. Et d'ailleurs, moi je dis souvent qu'assez paradoxalement, les mois où j'ai le moins d'audience sont parfois les mois où mon cabinet rentre le plus d'argent parce que en général, quand j'ai pas d'audience, c'est là que je reçois le plus de clients à mon cabinet et c'est là que j'ai la disponibilité nécessaire pour entrer des dossiers. La semaine dernière, j'étais en audience toute la semaine, j'ai pas pu faire un rendez-vous au cabinet. Donc si on fait pas de rendez-vous au cabinet, nécessairement, on peut pas rentrer d'argent. Or, l'audience que j'ai faite au cabinet, elle avait déjà été facturée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc en vérité, même pour cette audience-là, j'ai pas touché d'argent. Ce mois-ci, en tout cas, j'ai touché de l'argent avant. Enfin voilà, donc tout ça est un peu compliqué et c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer ces choses-là mentalement, psychologiquement, mais en vérité ce qui aide beaucoup dans ce métier, c'est les confrères. Parce qu'on est tous, il faut savoir, c'est un métier où on est seul, mais où je pense qu'il faut savoir être entouré de confrères avec qui on partage vraiment nos angoisses, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas nos préoccupations, comment on voit les choses, et ça permet de comparer, ça permet effectivement de partager un certain nombre de choses et de voir comment on se situe. Tout à fait. De toute façon, je pense que le métier d'entrepreneur, que ce soit chez les avocats ou toute autre profession, c'est quelque chose qui est stressant, qui est avec des hauts, des bas, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que c'est très stimulant. J'aimerais revenir sur ta participation à Loup-Garou, parce que moi j'ai suivi et j'ai bien aimé cette série-là. Bien sûr. Vis-à-vis justement de ta profession d'avocat, déjà, est-ce que c'est toi qui as postulé? Est-ce que tu as été contacté? Parce que je ne sais pas si c'est le cas, tu vas me le dire, mais est-ce que ça a contribué aussi à ta visibilité en tant qu'avocat? Peut-être que ce n'était pas l'idée initiale, mais en tout cas, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Et aussi, peut-être, est-ce que ta profession d'avocat, stratégiquement, t'a aidé à être bon dans ce jeu? Enfin, revenir sur cette expérience. Alors, c'est eux qui m'ont contacté. Il n'y a eu aucun casting, il n'y a eu aucune annonce de casting. D'accord. C'est d'ailleurs un projet qui est resté secret très longtemps. C'est parce eux c'est eux qui m'ont contacté. C'est un projet qui est resté secret très longtemps, puisqu'ils m'ont contacté peut-être en septembre ou octobre 2023. On a tourné en avril 2024 et je crois que j'ai pu commencer à en parler et que j'ai eu l'autorisation d'en parler, je crois qu'en septembre en 2024. Donc en vérité, j'ai passé quasiment 1 an à ne pas en parler et personne ne savait avant le mois de juin 2024, donc après le tournage, personne ne savait même
que cette émission allait avoir lieu, etc. Donc non, c'est eux qui sont venus vers moi. Je sais qu'ils ont contacté quelques autres avocats, mais qui ont refusé. Et puis moi, je devais être le 3e ou 4e, je ne sais pas trop, mais j'ai accepté assez rapidement. Alors bien sûr, on a des craintes quand on fait ça. On a des craintes puisqu'on se demande est-ce que ça va pas être une télé-réalité, à quoi ça va ressembler, est-ce que vraiment je serai sérieux parce qu'on veut prendre soin de son image. Bien évidemment. Bien évidemment, les clients ils ont une image de l'avocat. Est-ce que surtout d'un avocat. Surtout d'un avocat, un avocat pénaliste. Est-ce qu'ils ont envie d'être défendus par un individu qui peut-être, c'est des questions nécessairement que je me suis posées. J'en ai beaucoup parlé avec la production et puis la difficulté qu'il y a aussi. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de ce programme, les gens peu ou prou l'ont vu et savent ce qu'il en est. Moi, lorsque j'ai été, je ne savais pas du tout à quoi ça allait ressembler, qui seront les autres profils. Je me suis demandé, mais est-ce que les autres profils, je vais pas me retrouver avec, alors je vais pas donner d'exemples parce que je veux pas être vexant pour personne, mais voilà, avec des candidats plus typés télé-réalité. En vérité, je n'en savais rien. Est-ce qu'ils allaient pas montrer des conflits, des crises de larmes? Est-ce qu'on allait nous voir nous brosser les dents? Enfin, vous voyez. C'est vrai que c'est des questions. Voilà. Et quand on y va et que vraiment on se plonge dans le vide, on se pose toutes ces questions et certes, je n'ai pas beaucoup hésité, mais j'ai beaucoup parlé avec la production pour être rassuré. J'ai eu des gages assez rapidement de la part de la production qui a été parfaite, avec qui tout s'est très bien passé et qui m'ont dit non mais voilà, sois rassuré, on montrera pas ci, on montrera pas ça, ça se veut vraiment une émission de divertissement qui s'axe sur qui est intelligent. Les loups-garous, oui, les 2 Télérama, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon ça rassure, si même Télérama cautionne les loups-garous, finalement c'est que ça va. Et donc j'ai eu cette crainte là, mais ils ont été assez rassurants et moi je l'ai fait parce que je considère que la vie, elle vaut d'être vécue aussi pour ce genre d'expérience. Si moi qui aime jouer, qui aime me divertir, qui aime le jeu du loup-garou, lorsqu'on vient me proposer de faire une partie en temps réel, de grandeur nature, de quelque chose d'aussi enthousiasmant que ça, si je refuse ça, il y a un petit côté à quoi bon, quoi. Faut pas confondre la fin et les moyens. La fin, ça reste de passer une vie qu'on espère le plus agréable possible, de vivre des expériences qui sont intéressantes d'un point de vue personnel et professionnel. Ça, c'était une expérience fascinante que j'ai eu envie de vivre. Si je m'interdis de la vivre, est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup de renoncer à des choses aussi intéressantes que ça? Parce que c'était vraiment très intéressant. Oui, il y a l'aspect convaincant. Bien sûr, il y a l'aspect convaincant. Et puis on est venu me chercher en tant qu'avocat aussi. Donc je pense que ça me correspondait vraiment. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont appris que je participais à ce jeu, qui m'ont dit ça m'étonne pas, c'était vraiment fait pour toi. Évidemment, j'ai eu beaucoup ce genre de réaction lorsque et d'ailleurs la production m'a contacté, mais j'ai un confrère qui les a renvoyés vers moi parce que lui-même avait refusé, Gaspard Lindon, merci encore Gaspard, qui a dit moi je ne veux pas, ça me ressemble pas, mais prenez Dylan, il est fait pour ça. Et donc effectivement le casting ensuite a été assez naturel et donc bon, l'expérience en soi, bien évidemment j'ai adoré faire ça. Évidemment en tant qu'avocat j'ai constaté que j'étais quand même un de celui qui parlait, je vais pas dire du tout le mieux, mais en tout cas le plus, vraiment. Tu as gagné les concours d'éloquence en plus. J'ai la conférence notamment du barreau de Paris, mais c'est vrai que j'avais ce goût-là du débat, de la discussion, défendre aussi, défendre ou parfois accuser. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup ce goût-là, et c'est vrai que de temps en temps, alors que rien ne le commandait, je me levais et je disais bon écoutez-vous, j'ai quelque chose à vous dire, et je me mettais à parler, à argumenter comme ça, parce que voilà, on se refait pas. Et d'ailleurs, je me rappelle même avoir abordé le jeu en me disant non, mais je vais essayer d'être au contraire très taiseux, de pas beaucoup parler, et puis non, en fait, très rapidement, c'est le naturel qui revient au galop, et ce personnage d'avocat un peu taiseux, mystérieux, charismatique que j'ai voulu me créer, au bout de 3 heures, j'ai pas tenu et je me suis mis à parler parce que j'ai tendance à parler. Donc je l'ai beaucoup fait. Alors ensuite, il y a eu la question de la diffusion et de ce que ça peut générer lorsqu'on se retrouve un peu dépossédé de son image, parce que finalement notre image ne nous appartient plus ou plus complètement. On n'a pas vu les épisodes en avance, à part les 2 premiers. Ah oui. Ouais, les 2 premiers on les a vus en avant-première, mais ceux d'après on les a pas vus. Donc là c'est un peu angoissant de se dire tous les vendredis on va découvrir en même temps que tout le monde ce qu'ils ont fait de nous. Parce que la vérité, c'est qu'avec un montage, ils font ce qu'ils veulent. Oui, tout à fait. Ils peuvent faire de nous un salaud, ils peuvent faire de nous
un mec très sympa, ils peuvent faire de nous un imbécile, ils peuvent faire de nous un génie. Ils font ce qu'ils veulent. Et bien évidemment, devant ma télé, moi parfois j'ai envie de dire non mais attendez, ça vous avez pas montré ça, ça c'est un peu plus compliqué. Là ils vont croire que si, alors qu'en fait ça, j'avais envie de plaider ma cause un petit peu. Donc ça génère un peu de frustration nécessairement, même si encore une fois dans la globalité c'est assez fidèle et c'est très fidèle à ce qu'on a vécu. Mais et puis surtout ils ont pas montré. Il y a pu y avoir, hein, comme dans tout groupe humain, parfois des larmes, parfois des cris, parfois peut-être des conflits. C'est des choses qui n'ont pas du tout été montrées. Non, pas du tout, donc le contrat a été respecté de la part de Canal parce que tout ça n'a pas été montré du tout. Donc c'était vraiment assez bienveillant. Et au niveau du retour, moi j'ai eu des craintes. Je me suis dit parce que le métier d'avocat est un métier où paradoxalement beaucoup d'avocats, c'est quelque chose qui me surprend toujours, mais aiment critiquer les autres avocats. Il y a beaucoup d'avocats, surtout en pénal, où ils disent un avocat devrait pas dire ça, un avocat ne devrait pas faire ça, un avocat devrait pas se comporter de telle manière. Lorsqu'il y a des avocats qui passent un peu à la télé, il y a beaucoup d'avocats qui souvent critiquent les autres parce qu'ils n'exercent pas de la bonne manière. Il y a souvent les phrases j'ai mal à ma robe, on n'a pas prêté le même serment. C'est des phrases que malheureusement, je trouve, on entend souvent et je me suis dit oh là là, moi quand on va voir que j'ai fait le loup-garou, je vais peut-être m'en prendre plein la gueule, etc. Et non, je n'ai eu que de retours bienveillants de la part de membres du Conseil de l'Ordre, de la part de confrères qui parfois sont particulièrement difficiles ou un peu rugueux dans leurs propos à l'égard d'autres confrères. Donc là, c'est un peu terminé, hein, la diffusion du loup-garou, et je n'ai eu que des retours très bienveillants oui, un bonjour, de la part de mes confrères et donc du barreau en général. Et donc, ça m'a rassuré et je me suis dit que c'était quand même quelque chose de formidable, que j'ai pu compter sur ce coup-là, sur cette confraternité, parce que non, les gens ont été bienveillants et il n'y a pas une personne qui m'a dit t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû y aller, c'était pas une bonne idée, l'image en ressort écornée. Alors, on peut penser que les gens ont la courtoisie de ne pas me le dire en face, mais c'est pas des bruits qui sont venus jusqu'à moi non plus. Non, mais j'ai pas de surprise. Voilà. De la série et de la personne que j'ai en face. Mais alors avec du recul, c'est évident, mais en y allant, je me posais des questions quand même. En y allant, je me posais des questions. Et en fait, au vu du rendu, effectivement, non, tout ça s'est très bien passé. Et donc, c'était juste une expérience formidable. Et j'ai aussi d'ailleurs des clients qui m'ont vu et qui d'ailleurs ont tous eu des retours tous assez sympathiques. Moi, il y a quelque chose qui me fait penser. Voilà, il y a un client qui est détenu, je vais pas dire où, peu importe, mais qui m'a dit Maître, faut absolument que vous passiez me voir pour mon dossier, etc. Je comprenais, enfin il me faisait dire par ses amis qu'il fallait absolument que j'aille le voir, donc je vais le voir, il me pose, moi je pensais qu'il voulait me parler du dossier, donc il me pose une ou que deux questions sur le dossier, je lui réponds et après il me dit bon alors Maître, les loups-garous, racontez-moi. Et là en vérité il voulait avoir plein d'infos, croustilles, machin, sur les coulisses, etc. Alors que bon, moi je me suis dit quand même, il est en prison, peut-être qu'il sera pas très content de voir son avocat, faire quelque chose qui est plus de l'ordre du divertissement à la télévision. Et ce serait pourtant, pourquoi pas légitime d'ailleurs, hein. Mais non, pas du tout, au contraire, il était très intéressé et il était très intéressé de voir ça. Et donc, même des clients, j'ai eu des retours plutôt bienveillants. Faut être à l'aise quand même d'être filmé comme ça 24 heures sur 24 par des caméras. Enfin, c'est pas un exercice qui doit être facile, même si peut-être qu'au bout d'un moment, on les oublie. On les oublie. Alors j'avais un peu, moi c'est vrai que vous l'avez dit, je fais pas mal d'interventions médiatiques un peu partout, donc la caméra est quelque chose que je connaissais un petit peu, même si c'était un exercice quand même très différent. Enfin, venir parler de la présomption d'innocence sur un plateau de télé et aller faire une partie de loup-garou, ça n'a rien à voir. Donc cette partie de loup-garou, effectivement, les caméras, on les oublie. Et d'ailleurs, ça m'arrivait 2-3 fois j'ai dit ça, oups, j'aurais pas dû, parce qu'il y a des blagues, il y a des choses, et donc ça m'est arrivé 2-3 fois d'aller dire à la production, bon bah telle chose, telle phrase, tel truc, ne le mettez pas, et tout a été respecté. Parce que parfois, voilà, on peut faire des blagues ou des propos qui, dans le cadre privé, sont parfaitement acceptables, et donc on n'a pas forcément envie qu'ils soient diffusés à la télévision. Rapportés, amplifiés d'une façon. Amplifiés, voilà. Donc de toute façon, c'était pas l'objet pour eux de diffuser ce genre de propos. Non, mais effectivement, jamais ils ont diffusé ce genre de propos. Et en termes de notoriété, est-ce que tu as vu un changement, justement, parce qu'on parlait de, pas la difficulté, mais la particularité, en fait, de faire du développement de clientèle quand on est en pénal. Tu disais que tes clients venaient beaucoup par l'intermédiaire du bouche à oreille, la notoriété grandissante que tu pouvais avoir. Est-ce que tu as vu un changement
Alors, il y a un véritable changement de notoriété. On me reconnaissait parfois un petit peu avant, parce qu'effectivement, je fais pas mal de médias. Mais là, beaucoup plus. Beaucoup plus dans la rue. Vous voyez, hier, j'ai fait les 10 km de Paris, donc une espèce de course à Paris. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup reconnu. Et Dylan. Et ce qui est assez d'ailleurs surprenant pour moi, c'est qu'on m'appelle Dylan. Parce que mon prénom est Eddie dans le Loup-Garou et pas mon nom. Donc, on m'appelle Dylan, ce qui me surprend beaucoup, parce que je peux avoir Maître Slama ou Dylan. Mais alors, qu'on m'appelle juste Dylan et salut Dylan, c'est quelque chose qui me surprend un petit peu. Oui, je vois que, effectivement, en termes de notoriété, ça a explosé. Maintenant, je suis déçu sur quelque chose, c'est que c'est la mémoire du téléspectateur, à mon avis, dure 6 mois. 6-8 mois peut-être, mais c'est pas une notoriété de long terme. Voilà, c'est des gens qui ont vu une émission. Au début, c'est Dylan, il y a d'autres saisons qui vont sortir, etc. Voilà. Et j'ai constaté autre chose, c'est que les connexions sur mon site internet ont explosé. Parce que je passais je dois avoir entre 20 et 30, une vingtaine peut-être de connexions quotidiennes en temps ordinaire, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que là, c'était peut-être 200-300 par jour pendant un mois. Donc ça fait peut-être 1000, un peu plus de 1000 par semaine. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers, alors des milliers à échelle nationale, c'est pas beaucoup, mais si j'ai même 10 000, vous voyez, ou quelque chose comme ça, personnes qui se sont connectées à mon site internet en 2 mois, c'est quand même beaucoup plus que ceux dont j'ai l'habitude. Et puis ceux qui vont se connecter sur mon site, c'est ceux qui ont eu la curiosité de taper Dylan Loup-Garou sur Google, etc. Donc nécessairement, oui, en termes de notoriété, on me reconnaît beaucoup plus dans la rue, mais... Et là, c'est la partie peut-être entrepreneur. Moi, je me suis demandé, est-ce que ça va avoir un impact positif ou négatif sur ton business, sur le business? Et j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a aucun client qui n'a vu ça d'un mauvais œil, qui a eu des réserves là-dessus. Et je ne crois pas avoir... Alors, c'est difficile parce que quand un client vient me voir, j'ai passé le stade où je lui ai demandé d'où il venait. Ce qui était le cas au début. C'est-à-dire au début que j'étais tellement surpris que les clients viennent me voir que je leur demandais, mais d'où vous me connaissez? Un peu le syndrome de l'imposteur peut-être. Aujourd'hui, non. Lorsqu'un client m'appelle, je sais qu'il peut me connaître par beaucoup de biais différents. Il peut me connaître par des confrères, par une audience, par un dossier en particulier, par les Loup-Garou, par une intervention médiatique, par Internet également. Quand on tape Avocat Paris, je sais que j'apparais parce que j'ai la chance, il y a un bon référencement, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'avis négatifs, ce qui fait remonter mon nom. J'ai dit quoi? J'ai dit avis négatif. J'ai dit positif, pardon. C'est ça, non, j'ai pas la mais pourquoi pas, ça peut être... Non, pas du tout. C'est ça que j'ai rigolé. Est-ce que j'ai dit ça? Non, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'avis positifs et donc ça fait et donc ça fait remonter mon référencement. Donc je ne sais pas d'où viennent mes clients, ce qui fait que je ne leur demande plus d'où ils viennent. Et donc je ne sais pas si certains sont venus grâce au loup, mais je suis pas sûr. Peut-être que sur le long terme ça construit quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit par là que mes clients viennent me voir aujourd'hui. Ok. Bon, c'était super intéressant. En tout cas, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Ça a satisfait aussi ma curiosité personnelle. On va passer sur un sujet totalement différent qui est un peu le sujet de la fin, sur l'intelligence artificielle, parce que nous, on s'y intéresse particulièrement en ce moment, notamment parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui sont en train d'intégrer, faire un benchmark vis-à-vis des différents outils qui sont disponibles. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu l'utilises dans ton quotidien? Et sinon, pourquoi? Alors, l'intelligence artificielle, pour nous, ou pour moi en tout cas, c'est d'abord un enjeu parce que les clients l'utilisent. Et c'est d'abord un enjeu parce qu'il faut essayer de déminer le fait que les clients l'utilisent. Alors pas le déminer dans le sens où ils sont à un même niveau d'information que nous et ça nous arrange pas parce qu'on n'est plus sur le piédestal et on n'est plus en capacité de leur apporter l'information. Ça, pas du tout. Moi, plus j'ai des clients informés, mieux c'est. Parce qu'en vérité, plus mes clients sont informés de ce qui se passe, plus ils sont lucides sur la nécessité d'un avocat, justement. Donc moi, ça me fait pas peur, le savoir des clients. Au contraire, c'est plus l'ignorance de certains clients qui parfois me fait peur parce qu'ils croient qu'on a des baguettes magiques et ils croient qu'on est capable de tout et donc ils se font un peu des idées sur la justice et ils la connaissent si mal que du coup, ils se font une fausse idée de ce qu'on est capable ou non de faire. L'inverse, c'est que les clients qui sont trop informés, moi, c'est au contraire, c'est formidable, des clients qui sont très bien informés. La difficulté, c'est que en général, ils utilisent de l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire un peu standard, c'est ChatGPT, c'est pas quelque chose de très précis, accessible à tous. Et donc, il y a encore des erreurs, et donc, c'est pas encore très qualifié, et donc, ça manque encore de hiérarchie. Et donc, en vérité, c'est bien parce que ça permet de déblayer le terrain.
Et donc ils arrivent en ayant un certain nombre d'informations, ce qui fait que ça me facilite un peu le travail. Au lieu de passer 40 minutes à expliquer ce qu'est une information judiciaire, j'en passe 20, donc c'est déjà bien. Mais c'est vrai que je dois parfois aller contre certaines idées. Et moi, encore aujourd'hui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'avoir un client qui, après une décision qui n'était pas celle qu'on espérait, m'envoie la liste des recours suggérés par ChatGPT. Et donc, il y a 5-6 recours, et vraiment, il y en a 3-4 qui sont totalement stupides ou inexistants. Et donc, j'allais dire, hallucination. Là, ça demande un peu de temps d'aller déminer chaque idée. Et vraiment, on passe du temps à expliquer pourquoi est-ce que la Cour de cassation ne permet pas d'expliquer ou de faire un recours direct contre une décision de première instance. Enfin, voilà. Et donc, voilà. L'enjeu, c'est surtout ça. C'est gérer comment la manière dont les clients s'en servent. Moi, à titre personnel, je m'en sers très peu. Enfin, à titre personnel ou professionnel, je m'en sers très peu, voire pas du tout. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, je n'en vois pas l'utilité. J'ai tous les outils dont j'ai besoin, j'ai tout dans les codes. Et de toute façon, je sais que même si je me posais, voilà, par exemple, la question tarte à la crème qu'on se pose beaucoup en tant qu'avocat pénaliste, c'est parfois les aménagements de peine. Parce que c'est assez précis, parce que ça change beaucoup, parce qu'il y a des réformes, quelqu'un qui prend 2 ans, etc. Au bout de combien de temps il peut sortir ou on peut demander un aménagement. Sur cette question-là, si je ne l'ai pas fait, mais j'y pense là à l'instant en parlant, si jamais je venais à poser la question à ChatGPT sur l'intelligence artificielle, je pense que je me méfierais de la réponse quoi qu'il arrive. En fait, j'irai la vérifier quoi qu'il arrive. Donc, quitte à aller la vérifier, autant chercher tout de suite. Je ne me vois pas de toute façon sur une question aussi sensible et importante que ça, juste transmettre, faire un copier-coller et transmettre à mon client la réponse sur l'aménagement de peine de ChatGPT. Donc, dans la mesure où je vérifie, je pense pas que j'irai beaucoup plus loin et que je ferai m'inspirer de ça, parce que c'est pas beaucoup plus long en vérité, je pense, d'aller chercher les informations directement là où elles se trouvent, à savoir dans les codes. Tout à fait. Après, la ChatGPT, pour le coup, c'est un outil qui est grand public. Il y a des IA qui sont beaucoup plus spécialisés sur certains aspects juridiques. Je sais qu'il y a des cabinets même qui le mettent en avant pour les clients en disant que la recherche juridique va être utilisée avec une IA qui est adossée à un fond documentaire précis pour qu'eux se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mais... Oui, c'est vrai aussi. Après, non, mais c'est vrai aussi. Et ça peut sans doute accélérer les choses. C'est un très bon stagiaire, certains le comparent à un ouais, non mais voilà, stagiaire. Ça peut être un très bon stagiaire. Non mais effectivement, peut-être que je devrais y mettre. Peut-être que je devrais y mettre, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai encore ce côté peut-être artisanal où je fais les choses moi-même. Et ça rejoint peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que moi, j'aime avoir la maîtrise de A à Z de mes dossiers et je touche à tout. Et même quand je délègue, voilà, je vérifie toujours tout. Et ça m'apporte un confort mental. Exactement, mais pour moi, ça m'apporte un confort mental de savoir exactement comment se passent les choses dans mon cabinet, de gérer toute la chaîne de A à Z. Et ce confort mental, pour moi, il est précieux. Et donc, d'un coup, avoir cette perte de liberté et d'autonomie. Mais bon, peut-être que je suis en train de me rendre compte que je raisonne déjà avec 10 ans de retard et qu'il faudrait que je m'y mette, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans la matière que j'exerce en tout cas, le droit pénal, je ne sais pas. Mais je pense par exemple, là, voilà, j'ai un dossier de dommages corporels. Peut-être qu'en dommages corporels, effectivement, ça pourrait permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais. De toute façon, on est aux prémices. Je pense qu'il y a un moment, ça sera indispensable, pas indispensable, ça remplacera jamais la technicité d'un avocat, mais un peu comme aujourd'hui, tout le monde utilise Google ou Internet. Bien sûr, et à un moment, je pense que pour des petites tâches de recherche, ça deviendra un réflexe peut-être automatique sur tout le monde, mais ça ne viendra jamais remplacer un avocat. Moi, je le compare souvent à un très bon stagiaire, non, mais c'est vrai. Mais sur lequel il faut quand même vérifier, parce qu'il peut toujours y avoir des biais algorithmiques, etc. Mais c'est un sujet qui est encore aux prémices, parce qu'il y a encore 2 ans, je pense qu'on n'en parlait pas du tout. Bien sûr, non, ça va très très vite. Mais je me rappelle plus sur quelle question. J'avais testé ça avec un copain il y a pas longtemps qui m'a dit regarde, c'est super. Je lui ai posé une question et ça a tapé un petit peu à côté sur la question. Je crois que c'est une question de déontologie d'ailleurs. J'avais fait le test avec un de tes confrères, pareil, qui n'était pas convaincu. Il tapait la question. Il me dit c'est n'importe quoi. Je veux plus lui parler. C'est ça. Mais après bon, il faut savoir séparer le bon gré de l'ivraie. Ça veut dire que je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, il y a des choses précieuses, un gain de temps à aller chercher, et c'est comme tout. Et c'est comme moi, parfois, je vois encore des avocats qui fonctionnent sans les mails, sans les portables, sans certaines applications, et je me dis, les pauvres, ils savent pas ce qu'ils ratent. Donc en vrai, ça se trouve, je suis pareil avec l'intelligence artificielle. Donc, mais tu viens de t'apprendre qui c'est t'attendre, tu finiras peut-être. Non, mais oui, je finirai sans doute par y aller. En plus, là, je crois qu'il y a un programme qui a été fait par le barreau de Paris pour qu'on puisse avoir accès à l'intelligence artificielle. Je crois que j'ai cliqué, mais j'ai pas encore été au bout, mais il faut que je le fasse. Mais non, mais voilà, je suis pas non plus réfractaire au changement, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai aussi mon petit confort de savoir ce que je fais et de maîtriser les choses. Je comprends.
Petit mot de la fin, un conseil que tu aurais aimé avoir quand tu as débuté ta carrière ou un conseil là tout de suite que tu aimerais donner à justement un avocat qui aimerait aussi se lancer en tant qu'indépendant par exemple? Moi, alors les conseils, c'est très difficile de donner des conseils parce que je suis pas si vieux que ça non plus, mais je dirais un petit tips peut-être, je sais pas, ça peut être. Non, mais d'abord ne pas avoir peur de s'installer parce que en vérité, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour s'installer. Il faut toujours s'installer dès qu'on en a l'envie, pas quand les circonstances seront là, parce que les circonstances, elles sont d'abord ce qu'on fait. Et ensuite, moi, je considère que c'est un métier où on a beaucoup de liberté. Il faut savoir en être conscient et savoir se préserver de la liberté, parce que je vois parfois, et je peux d'ailleurs moi aussi tomber dans ces travers, d'un avocat qui n'est plus libre parce qu'il se retrouve lié à tout un tas de choses, à tout un tas de contraintes, parce que sans doute un défaut d'organisation, etc. Or, je trouve que la plus-value qui fait que ça vaut le coup d'être avocat par rapport à d'autres métiers en entreprise, etc., je trouve que la plus-value, c'est la liberté. Et donc, si on n'arrive pas à se ménager des espaces de liberté ou un état d'esprit où on se dit que vraiment on est libre de faire plein de choses, et lorsque je dis libre, c'est par exemple libre de participer au loup-garou, vous voyez, non mais c'est ça que je veux dire, ça veut dire que il y a un moment où moi je me suis dit, mais si justement cette liberté-là, je la mets pas à contribution pour faire des choses que j'aime, mais ça peut être ça ou d'autres choses, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc je pense que c'est un métier où on a la chance d'avoir une certaine liberté et qu'il faut savoir l'user, parce que la liberté, si on l'utilise pas, elle n'existe plus et elle devient théorique. Donc voilà, le conseil, moi en tout cas celui que j'essaye de m'appliquer à moi-même, c'est essayer de faire les choses le plus sérieusement possible, parce que effectivement la qualité, le travail engendreront la réussite. Il n'y a pas de mystère malheureusement, on réinvente rien, mais en tout cas de garder cette liberté qui je pense est fondamentale dans ce métier, parce que c'est aussi la liberté qui permet de toute façon à mon avis l'audace, et c'est l'audace qui permet aussi de faire de belles choses, y compris dans le métier. Donc la liberté et en user, c'est je pense pas un piège, c'est un tremplin pour faire des choses formidables, y compris dans ce métier. Donc il ne faut pas avoir peur de s'extraire parfois de certains carcans ou de certaines règles. Donc mon conseil, c'est peut-être de ne pas trop écouter les conseils du coup qu'on peut parfois prodiguer, d'essayer de faire les choses à sa manière et de construire un cabinet qui vous ressemble à votre image, et de ne pas faire comme Pierre-Paul Jacques, parce que vous n'êtes ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. Super, écoute, merci beaucoup Dylan, c'était voilà. Le mot de la fin. Je te remercie d'être venu sur ce podcast et avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.